Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir faire partie des scientifiques d'aujourd'hui qui rencontrent ceux de demain au travers de la conférence Organization for Human Brain Mapping ou OHBM 2021. Je m'appelle Anaïs Liorins, je suis docteur en neurosciences cognitives. Mon travail consiste à mieux comprendre les mécanismes cérébraux impliqués dans la mémoire de travail et le langage. J'ai fait mon doctorat à Marseille, en France, et après être passé par différents pays, je travaille maintenant à l'Université de Californie, Berkeley, dans la baie de San Francisco. Ici, vous pouvez voir le campanile du campus et au loin, la baie San Francisco avec Alcatraz et le fameux Golden Gate Bridge. Si vous avez des questions sur mon parcours ou mon travail, je serai ravie d'y répondre lors de la revue en direct le 23 juin prochain. Mais aujourd'hui, je veux vous parler d'un projet sur lequel je travaille avec de nombreux autres scientifiques au sujet de la diversité en sciences. Cette présentation est intitulée « Et si toi aussi, tu devenais scientifique ?» Commençons d'abord par quelques définitions. Tout d'abord, la science, c'est quoi? Eh bien, c'est la connaissance que l'on a des choses. C'est questionner le monde en posant des questions et en créant des hypothèses et des expériences pour tenter d'y répondre. Quelque part, on fait tous de la science sans même s'en rendre compte. Vous savez par exemple qui sont les champions de la science? Vous avez une idée? Eh bien, il s'agit des bébés. En effet, pour apprendre le monde, les bébés vont découvrir et explorer leur environnement. Et vous avez sûrement déjà dû voir des enfants prendre les objets, les toucher, voir le bruit qu'ils font, ou même les mettre à la bouche. Bref, les bébés, ce sont des vrais scientifiques en herbe. Ensuite, quand on pense à des scientifiques, le plus souvent, où les imagine-t-on travailler? Eh bien, pour beaucoup de monde, il s'agit du laboratoire de chimie, avec cette paillasse et les fameux tubes à essai et autres pipettes. Eh bien, c'est vrai, mais il y a aussi d'autres façons de faire de la science. Par exemple, on peut la faire sur le terrain. On peut être archéologue et essayer de découvrir des anciens trésors cachés. On peut aussi être astronome et donc travailler dans un observatoire où on va observer les planètes et essayer de mieux comprendre l'univers. On peut aussi travailler avec des malades pour mieux comprendre la biologie du corps humain. C'est par exemple le cas des neurosciences. Dans mon domaine, la neuroscience cognitive, les neuroscientifiques, ils étudient les différentes fonctions cognitives. Par exemple, nous essayons de comprendre comment on fait pour pouvoir parler, mais donc comprendre le langage et aussi pouvoir communiquer. On essaye aussi de mieux comprendre comment on peut penser, raisonner, réfléchir, ou se concentrer sur une tâche. Aussi, mieux comprendre comment notre cerveau nous aide à nous souvenir d'événements et à aussi créer potentiellement de nouveaux souvenirs et à imaginer ce qui peut se passer ensuite. Et aussi, à essayer de rassembler des informations extérieures et d'avoir une image mentale de ce qui se passe dans notre environnement. Voilà des aspects de la neuroscience cognitive. Ensuite, à votre avis, à quoi ressemblent les scientifiques? Essayez de vous représenter mentalement un scientifique. Vous l'avez? Eh bien, pour beaucoup de personnes, quand on demande d'imaginer un scientifique, ça va ressembler à quelque chose comme ça. En effet, ceux-ci sont des dessins faits par des enfants lorsque l'on leur demande de dessiner un scientifique. La plupart du temps, ils vont dessiner un homme blanc avec des lunettes et une blouse blanche. Évidemment, cette représentation, elle n'est pas complètement fausse, car il y a en effet plus d'hommes que de femmes en sciences. Par exemple, ici, c'est ce qu'on appelle l'effet ciseau. C'est une courbe où on voit qu'il y a une inversion entre deux courbes. Par exemple, nous voyons qu'à la fin du lycée, entre les filles qui sont en rouge et les garçons qui sont en bleu, il n'y a pas vraiment de différence de proportion entre filles et garçons. Par contre, quand on avance dans l'université et les études scientifiques, on voit que l'écart entre les deux sexes se creuse. On voit qu'il y a moins de filles qui rentrent en licence et en master de sciences, encore moins en doctorat, et on a encore moins de filles chercheurs dans le secteur public et privé en France. Mais ce phénomène, il n'est pas du tout unique à la France. Par exemple, si on regarde les chiffres en Europe, on voit exactement la même chose. On voit qu'à la fin du lycée, il y a même un peu plus de filles que de garçons. Mais ensuite, ça s'inverse. À l'université, il y aura plus de garçons que l'on voit en rose et moins de filles que l'on voit en vert. Et on voit que l'écart se creuse quand on augmente aussi, quand on avance, dans la carrière scientifique. On voit qu'il n'y a environ que 20% de femmes qui sont des professeurs en sciences contre 80% d'hommes qui sont professeurs en sciences.
on peut quand même noter qu'il y a une amélioration au fur et à mesure des années, ici ou même ici, mais on voit quand même qu'on est encore loin de la parité entre les sexes. Et on peut aussi voir ce phénomène quand on regarde les étudiants qui s'inscrivent en classe préparatoire aux grandes écoles. On voit par exemple ici les étudiants qui s'inscrivent en sciences, en économie ou en filière littéraire. On voit que la proportion de filles en bleu est beaucoup plus petite que la proportion de garçons en rouge, surtout en ce qui concerne les filières scientifiques. Donc, à votre avis, pourquoi moins de filles choisissent des carrières scientifiques? Est-ce que vous pensez que la représentation que l'on a du scientifique avec sa blouse blanche et ses lunettes peut aussi avoir une influence sur le choix de carrière des filles ou d'autres groupes en ce qui concerne les sciences? Eh bien, c'est en effet le cas. C'est en partie à cause des idées reçues, qu'on appelle aussi stéréotypes, que nous avons sur les scientifiques. Et que c'est à cause de ces stéréotypes que certaines personnes vont peut-être décider, mais même de façon inconsciente, de ne pas poursuivre une carrière scientifique. Alors, on peut se poser la question d'où viennent ces stéréotypes? Eh bien, ils ont plusieurs origines. La première origine, c'est les médias, la culture ou même la société dans laquelle nous vivons. Nous sommes exposés à une image des scientifiques qui est assez biaisée dans la série télé, la culture populaire et la société. Souvent, les scientifiques sont représentés par des hommes blancs, un peu fous ou un peu étranges qui ont du mal à être intégrés dans la vie sociétale plus classique. Et il y a quand même eu beaucoup d'améliorations, de progrès faits ces dernières années pour améliorer la représentation de la communauté scientifique dans les médias. Par exemple, il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur les femmes en sciences afin d'augmenter leur visibilité. Mais il reste encore beaucoup de travail à faire pour changer cette image de l'homme blanc avec sa blouse blanche dans les médias français et aussi étrangers. L'autre origine des stéréotypes, elle est beaucoup plus difficile à repérer car elle vient de nous-mêmes et elle est plus souvent implicite. Ça veut dire que c'est une image, un préjugé que nous avons sur les gens, mais aussi sur nous-mêmes, sans même nous en rendre compte. Donc, par exemple, d'après vous, quelles sont les qualités nécessaires pour être scientifique? Eh bien, moi, je dirais qu'il faudrait être curieux, mais aussi aventureux. Il faudrait être inventif et fort en mathématiques, en physique-chimie ou en biologie, c'est-à-dire en sciences. Et selon vous, qui possède ces qualités? Parmi toutes ces personnes, pensez-vous qu'il y a des gens qui seraient meilleurs que d'autres à avoir ces qualités? Eh bien, il a été scientifiquement démontré dans de nombreuses études que pour la majorité d'entre nous, de façon implicite, sans même que nous nous en rendions compte, nous attribuons ces qualités plus souvent à des hommes de peau blanche. Pourtant, cette idée est totalement fausse. C'est une construction de notre imaginaire et de notre société qui nous font penser implicitement que les hommes blancs seraient meilleurs que des autres groupes de personnes en sciences. Mais depuis, il a été démontré scientifiquement que la science n'est pas réservée à un groupe d'individus qui seraient prédisposés à posséder ces qualités. Non, ça n'est pas vrai. On a tous le même potentiel, et ce, peu importe notre genre et notre couleur de peau. On a tous exploré le monde étant bébé, pas vrai? Donc, il n'y a pas de raison que cela diffère lorsque nous sommes adultes. Et par exemple, voici un échantillon de ce à quoi ressemblent les scientifiques aujourd'hui. Tous ces gens sont docteurs en sciences, viennent de différents pays et parfois travaillent dans d'autres pays. Nous avons ici des Américains de différentes origines. Nous avons ici un Tunisien qui travaille au Canada, une Hollandaise qui travaille aux États-Unis, une Israélienne, un Français, un Brésilien, une Algérienne. Bref, tout ce monde a un but commun qui est de faire avancer la science. Bien sûr, il y a des hommes, mais pas que. Il existe des gens de toutes les origines en sciences, mais il n'y en a pas encore assez. Nous devons travailler ensemble pour augmenter la diversité en sciences. Alors, vous pouvez me demander, mais pourquoi est-ce important d'augmenter la diversité en sciences? Eh bien, tout simplement parce que plus de diversité signifie plus de points de vue et de raisonnements différents, ce qui veut dire plus de nouvelles idées, ce qui est essentiel à la science.
nous devons faire un travail d'équipe où chacun apporte ses compétences si l'on veut faire de la science de qualité. Par exemple, mettre en commun nos expériences, qui sont ici représentées par des cercles de couleurs, nous permet de créer de nouveaux concepts, de nouvelles combinaisons d'idées que nous ne pourrions pas avoir si nous restions chacun dans notre coin. Par exemple, dans cette représentation ici, si les scientifiques ne partagent pas leurs expériences, ils ne seront pas capables d'avoir l'idée générale de ce qu'ils voient. Ils auront chacun leur conception de leur monde, du vérité, selon ce qu'ils touchent et ce qu'ils voient, mais ils ne seront pas en mesure de voir qu'en fait, il s'agit d'un éléphant. Donc, la mise en commun de différents points de vue et de différents raisonnements permet d'augmenter la qualité de la science et de faire des découvertes qui sont plus proches de la réalité. Donc, ce qui est important ici de retenir pour vous, c'est que si vous êtes intéressé par la science, alors lancez-vous. Nous avons besoin de vous. Et je voudrais vous remercier, bien sûr, d'avoir écouté cette vidéo. Et j'espère, vous a convaincu que vous aussi, vous pouvez être scientifique. Et je voulais aussi remercier mon laboratoire. Donc, vous pouvez ici voir un échantillon de gens lors de différentes célébrations. Et je voudrais aussi remercier tous les scientifiques qui sont nommés ci-dessous, et principalement Atina Tsovara, Sabine Kachner, Bob Knight et Nina Dronkers, avec qui je travaille sur la question des stéréotypes de genre en sciences. Comme vous pouvez le voir, la science, c'est un travail d'équipe, et parfois à travers beaucoup de pays. Ici, par exemple, en orange, sont représentés les pays avec lesquels je travaille actuellement sur ce projet des femmes en sciences. Et n'oubliez pas, si vous avez des questions, vous pouvez soit me les faire parvenir par écrit, soit venir me les poser en direct lors de la revue qui aura lieu en ligne le mercredi 23 juin à 19 h. Je vous y attends et j'espère vous y voir. Merci beaucoup.